Voilà, donc on a parlé des polariseurs, analyseurs, on a vérifié expérimentalement la loi de Malus. Et maintenant, on va parler donc de ce qu'on appelle les lames à retard, qu'on appelle aussi parfois donc les lames biréfringentes. Et on va donner deux exemples de tels milieux, de telles lames qui vont modifier l'état de polarisation. Donc l'intérêt de ce paragraphe, c'est d'apprendre par exemple comment transformer une polarisation rectiligne en une polarisation circulaire, une polarisation circulaire en une polarisation rectiligne. Ben voilà. Donc on va étudier aussi ce qu'on appelle les lames quart d'onde et les lames demi-onde. Et les lames demi-onde. Donc ça c'est une lame quart d'onde et ça c'est une lame demi-onde. Alors on a ici polariseur, analyseur, on a tout ce qu'il faut pour illustrer expérimentalement tout ce qu'on va faire. Mais d'abord il faut que je définisse ce que sont les lames à retard et ça fait partie de ce qu'on appelle des milieux biréfringents. Alors avant de faire ça, on va peut-être faire une petite introduction très simple sur la propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu d'indice n. Propagation d'une OPPH, onde plane progressive harmonique, dans un milieu d'indice n. On a déjà un peu parlé de ça quand on a fait le cours d'optique avec la notion de chemin optique. Vous vous souvenez, la notion de chemin optique, c'est quoi le chemin optique? C'est la distance multipliée par l'indice. On a déjà vu cette notion. On a déjà vu que dans un milieu d'indice n, la vitesse de phase, c'était c sur n. Alors, imaginez que vous avez une OPPH incidente. Je vais dessiner que le champ électrique qui arrive sur une lame de verre. Et cette lame de verre, c'est une lame d'indice n. Alors, je ne vais peut-être pas faire ça. Je vais supposer que, donc je vais mettre un axe y, un axe x. Je vais plutôt prendre un champ électrique qui n'est ni sur y, ni sur x, mais qui est polarisé, par exemple, rectilignement, mais qui a une composante non nulle sur x et qui a aussi une composante non nulle sur y. Donc ça, c'est la composante du champ électrique sur y, et ça, c'est la composante du champ électrique sur x. Comment est-ce que je peux paramétrer cette onde polarisée rectilignement? On a appris à le faire ensemble. Donc, une onde polarisée rectilignement, on peut la polariser en disant EX égale E0X cosinus oméga t moins KZ. Donc ça, c'est l'onde incidente. Je suis dans le vide, dans l'air assimilé au vide. Et E0Y, EY égale E0Y cosinus oméga t moins KZ. Et regardez, je n'ai pas mis de déphasage entre, c'est ça qui est important, entre Y et X, parce que j'ai vu que quand on a une polarisation rectiligne, eh bien le déphasage entre EY et EX est nul. J'ai pris ici une droite de pente positive dans le plan YX, donc tangente alpha, avec alpha, donc cet angle-là, tangente alpha égale E0Y sur E0X. Donc ça veut dire que l'extrémité du champ électrique, vous voyez, décrit comme ça, cette droite dans le plan OXY. Et cette onde arrive sur le milieu d'indice N. Alors, ici c'est l'axe Z, et je vais choisir de mettre l'origine de l'axe Z sur la face d'entrée de la lame, et de mettre la sortie, je vais dire que la lame de verre elle est d'épaisseur E, et donc petit e c'est la face de sortie de la lame. Alors moi ce qui m'intéresserait ce serait de paramétrer le champ électrique à l'intérieur de la lame, et la question que je vais me poser c'est est-ce que la présence de cette lame de verre va modifier l'état de polarisation de l'onde électromagnétique? Autrement dit, j'ai une onde qui arrive, elle est polarisée rectilignement avant la lame, est-ce qu'elle va encore être polarisée rectilignement après la lame? Alors qu'est-ce qu'on avait vu ensemble? Je vais appeler K0, K0 le vecteur d'onde dans le vide. Alors pourquoi on met un petit 0?
on ne le met pas toujours le petit 0. On le met quand il peut y avoir une ambiguïté. C'est-à-dire quand l'onde, elle traverse un milieu d'indice n, puis après elle retourne dans un milieu d'indice 1. Donc K0, c'est 2pi sur lambda 0. Lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide. Alors, est-ce que vous vous souvenez ce qui se passe quand une onde traverse un milieu d'indice n? Formellement, K, on l'a vu dans le cours d'optique, K0 va être remplacé par n fois K0, qu'on appelle généralement petit k tout seul. Donc, vous voyez l'importance de mettre le petit 0 quand on n'est pas dans le milieu d'indice n, parce que maintenant, quand on est dans le milieu d'indice n, donc on ne met plus le petit 0. Et ça, c'est 2pi sur lambda. Au passage, qu'est-ce qu'on retrouve comme petit résultat? Quand une onde traverse différents milieux, c'est sa longueur d'onde qui est modifiée, mais sa pulsation ne change pas. La fréquence de l'onde ne change pas à la traversée de milieux d'indices différents, mais c'est sa longueur d'onde qui change. Comment je le vois? Eh bien, ça, c'était n fois 2pi sur lambda 0, qui vaut donc maintenant 2pi sur lambda. Donc, je vois que dans un milieu d'indice n, des petits rappels, hein, la longueur d'onde, c'est lambda 0 divisé par l'indice. Donc la longueur d'onde a changé, mais la fréquence n'a pas changé. Alors, que va-t-il se passer? Comment est-ce que je peux paramétrer maintenant l'onde entre... Ça, c'était pour les Z négatifs. Comment je vais pouvoir la paramétrer maintenant dans le vert? Eh bien, je vais simplement changer K0 en NK0. Très, très simple. Donc, pour Z compris entre 0 et petit e, le champ va s'écrire E0x cosinus oméga t moins n K0 Z. Et EY va s'écrire E0y moins n K0 Z. Donc la question c'était, je me place à la sortie de la lame en Z égale petit e et je me pose la question, est-ce que la polarisation a changé? Regardez, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Très très simple, tout ce que je fais est extrêmement simple. Vous remplacez Z par petit e. Ah oui, donc effectivement, pour que le trièdre soit direct, on va permuter X et Y. Bon, c'est pas très grave, ça ne change rien au paramétrage. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'à la sortie de la lame, l'onde est polarisée rectilignement? Alors pour ça, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de changer Z par petit e et d'analyser le déphasage entre EX et EY. Et si vous faites ça, eh bien vous voyez que qu'il n'y a pas eu de modification de polarisation puisqu'on a toujours EY sur EX qui vaut toujours E0Y sur E0X. Donc, il n'y a pas de modification de la polarisation. Donc, un tel milieu qui est isotrope ne va pas modifier l'état de polarisation de l'onde incidente entre la sortie et l'entrée. On pourrait généraliser d'ailleurs, si vous rajoutez n'importe quel déphasage phi ici à l'entrée, eh bien vous allez récupérer ici le déphasage phi à la sortie. Donc si l'onde était polarisée elliptiquement, elle le reste. Si l'onde était polarisée, voilà. Alors maintenant, pourquoi j'ai fait ce petit dessin? Eh bien c'est parce qu'on va un petit peu compliquer les choses. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un milieu biréfringent? Ça, c'était juste un milieu réfringent. C'est-à-dire que, on sait ce que c'est, hein, un milieu réfringent, c'est un milieu d'indice n qui va réfracter la lumière. Bon, ici, on est en incidence normale, donc ce n'est pas le problème. Mais alors, un milieu biréfringent, c'est un milieu particulier tel que, en fait, il y a deux indices différents selon deux axes, et on s'arrange toujours pour que ces axes soient appelés les axes x et y. Ils sont perpendiculaires. Donc, définition d'un milieu biréfringent. Donc, on a deux valeurs de l'indice, nx et ny, qui sont différentes selon ce qu'on appelle les lignes neutres de la lame biréfringente. Et ces lignes neutres, on va expliquer pourquoi on les appelle des lignes neutres. Donc c'est un milieu qui est caractérisé par
un milieu anisotrope, c'est-à-dire qu'il n'a pas les mêmes propriétés dans toutes les directions de l'espace, et c'est un milieu qui a deux indices différents. Alors moi, je ne vais pas refaire de dessin, mais on va expliquer tout ce que ça veut dire. Je vais mettre en couleur un petit peu les choses qui sont modifiées par rapport à la situation précédente. Donc maintenant, j'ai un indice nx sur l'axe des x, et j'ai un indice ny sur l'axe des y. Et ils sont différents. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la structure cristallographique à l'échelle microscopique d'un tel milieu n'est pas isotrope. Donc nous, on n'a pas à chercher à remonter des propriétés microscopiques aux propriétés macroscopiques, mais vous savez qu'il y a certaines mailles de cristaux qui ne sont pas isotropes, ce qui fait que le champ électrique, si sa direction de polarisation est selon x ou selon y, ça ne va pas avoir le même effet sur lui, l'indice sera différent. Alors qu'est-ce qu'il faut changer dans tout ce qui est écrit là? Vous, il faut que vous le réécriviez, mais maintenant, regardez, si à l'entrée de la lame, j'ai une polarisation quelconque, donc je me pose exactement la même question que ce que je viens de faire. Donc j'avais cette polarisation-là. Maintenant, dans la lame, la composante sur X du champ électrique va voir l'indice Nx et la composante du champ électrique sur Y va voir l'indice Ny. Et ça change tout. Parce que si je me place à la sortie de la lame et que je me pose la même question, est-ce que la polarisation, l'état de polarisation est changé entre la sortie et l'entrée? Est-ce que vous voyez qu'il va y avoir un déphasage supplémentaire introduit par la présence de la lame? Regardez si je calcule maintenant, et tout est là, tout est dans cette simple petite formule, ce n'est pas compliqué, mais le cœur du raisonnement est là. La question qu'il faut toujours se poser, c'est quel est le déphasage entre la composante Y et la composante X à la sortie de la lame par rapport à l'entrée? Est-ce qu'on peut se poser cette question? Je vais l'appeler phi total ou delta phi total. Alors qu'est-ce que ce sera que delta phi total? Je fais z est égal à petit e et je fais ça moins ça. Évidemment, les oméga t se simplifient. Et qu'est-ce qui va rester? Eh bien, il va rester, je vais tout de suite mettre en facteur k0 petit e fois donc nx moins ny plus phi. Alors ça, c'est le phi qui est là, c'était le phi avant la lame. Donc c'était le phi qui caractérisait l'état de polarisation de l'onde incidente avant la lame. Si phi valait 0 ou pi, petit phi avant la lame valait 0 ou pi, ça voulait dire que l'onde, avant de rentrer dans la lame biréfringente, elle était polarisée rectilignement. Si phi n'était ni égal ni à 0 ni à pi, ça voulait dire qu'elle était polarisée elliptiquement. Bon, si phi était polarisé aléatoirement, ça ne présente pas trop d'intérêt parce qu'on voit que du coup, le déphasage total après la lame, c'est encore polarisé aléatoirement à cause de ce terme-là. Mais donc, ce qui va être intéressant, c'est un phi constant. Et ça, regardez, ça c'est le phi supplémentaire introduit par la lame. Et tout ce qu'on va faire, en fait, repose sur cette valeur. Et que vaut ce truc-là? Et regardez, on va voir quelque chose qu'on connaît bien. 2pi sur lambda 0, petit e. Alors, ça nous fait penser à quoi, ça? Bon, là, j'ai une différence d'indice, évidemment. Mais c'est un indice multiplié par E, donc ça nous fait penser à la formule, et c'est de là que ça vient, hein, ne nous voilons pas la face. Quand on avait fait l'introduction aux ondes électromagnétiques pour passer à l'optique, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Donc le chemin optique, d'où il vient le chemin optique? Il vient de raisonnement comme ça. Hein, vous avez donc une différence de marche. Regardez comment on pourrait l'écrire, ça. On pourrait l'écrire 2pi sur lambda 0 fois petit delta. Et qu'est-ce que c'est que petit delta? C'est petit e fois nx moins ny. D'accord?
c'est la différence de marche, vous pouvez le noter à côté, on ne confond pas déphasage et différence de marche, c'est la différence de marche introduite entre la composante sur X du champ électrique et la composante Y du fait que les deux lignes neutres n'ont pas le même indice et que c'est un milieu biréfringent. Est-ce que vous avez compris? C'est ça le cœur du truc, hein? C'est ça, j'allais dire, le point le plus important de ce qu'on fait dans ce cours et probablement le point le plus délicat, mais c'est ça qu'il faut avoir compris. Qu'est-ce que je retrouve de façon évidente avec cette formule? C'est que si le milieu est isotrope, c'est-à-dire qu'il n'est pas biréfringent, nx va être égal à ny va être égal à n, et donc je retrouve que la lame, exactement comme dans la situation précédente, n'introduit pas de déphasage, n'introduit pas de différence de marche, et que l'état de polarisation après la lame, c'est l'état de polarisation avant la lame. Très simple. Alors, il y a encore autre chose qu'il faut que je vous dise avant qu'on passe aux manipulations, c'est on définit ce qu'on appelle l'axe rapide et l'axe lent. Donc, les lignes neutres, c'est ce qu'on appelle donc les axes X et Y. On va expliquer pourquoi on les appelle des lignes neutres d'ailleurs. Neutre, c'est parce qu'on va voir que quand un champ est polarisé à l'entrée de la lame selon l'une de ces deux directions, c'est la seule possibilité pour que l'état de polarisation ne soit pas modifié. On va le voir ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que l'axe rapide et l'axe lent? Très facile. Il y a forcément un des deux indices qui est plus élevé que l'autre, puisqu'ils sont différents. Nx est peut-être plus grand que Ny, ou alors c'est Ny qui est plus grand que Nx. Alors il y a une convention. Tout à l'heure, on a vu que Vφ, la vitesse de phase, c'était C sur N. Alors devinez qui est celui qu'on appelle l'axe rapide et qui est celui qu'on appelle l'axe lent. Eh bien, l'axe rapide, c'est celui qui aura la vitesse de phase la plus grande, et l'axe lent, ce sera celui qui aura... Qu'est-ce que j'ai dit? L'axe rapide, c'est celui qui aura la vitesse de phase la plus grande, oui, et l'axe lent, ce sera celui qui aura la vitesse de phase la plus petite. Donc on voit qu'en fait, axe lent et rapide, les indices, ça va être en sens contraire. Hein. Donc l'indice de l'axe rapide est plus petit. Donc celui qui est d'indice le plus grand, c'est l'axe lent. Et celui qui est d'indice le plus petit, c'est l'axe rapide, puisque la vitesse de phase est inversement proportionnelle à l'indice. Donc ça, c'est une question de convention. D'accord. Alors, dans tout ce que je vais faire ici, regardez, en fait, j'ai le choix. Il se peut que, avec ma lame, parce que ça, c'est une lame biréfringente, la lame Cardonde, une lame particulière, il se peut que X, ce soit l'axe rapide. Il se peut que X, ce soit l'axe lent. Donc, il n'y a pas de convention universelle là-dessus. Moi, je vais faire une hypothèse. Je vais dire, allez, hypothèse, parce qu'il faut fixer les idées pour la suite. Nx, c'est le rapide et Ny, c'est le lent. Voilà, c'est mon choix. Donc, je vais l'écrire comme ça. Sinon, on l'aurait en valeur absolue. Voilà. Mais de façon générale, c'est ça. Alors maintenant, on va illustrer également la recherche de lignes neutres avec une lame biréfringente. Donc là, c'est une lame Cardonde. Avant ça, on va voir déjà la modification de la polarisation par la lame Cardonde. Donc ici, on a une onde polarisée rectilignement. On a mis un angle alpha quelconque entre cette Cardonde et la direction de polarisation, les lignes neutres. On tourne pour voir si la Cardonde a modifié l'état de polarisation. Donc là, on voit qu'on a un éclairement minimum, mais qui n'est pas nul. Et on voit que l'éclairement varie en fonction de l'angle. Donc on a diamétralement opposé un minimum. Donc en fait, c'est le petit axe de cette ellipse. Là, l'éclairement maximum, c'est le grand axe. Donc on a une polarisation elliptique dans le cas général. Alors pour déterminer les lignes neutres de la lame, donc on enlève la Cardonde. On se place en polariseur-analyseur croisé. On introduit la lame biréfringente et on tourne les lignes neutres jusqu'à obtenir l'extinction. Et donc, on sait qu'à ce moment-là,
les lignes neutres de la lame, qui sont les seules directions pour lesquelles la polarisation rectiligne incidente n'est pas modifiée, puisque le champ va voir soit l'indice de l'axe lent, soit l'indice de l'axe rapide. Donc effectivement, c'est ce qu'on voit. Et donc on voit qu'à 90 degrés de cette situation, eh bien, encore une fois, on aura extinction. Et donc on a repéré les deux lignes neutres de la lame. Alors maintenant, on va définir ce qu'on appelle les lames quart d'onde et les lames demi-onde. Parce que ça, je ne l'ai pas fait. Très très simple. Qu'est-ce que c'est qu'une lame quart d'onde? Eh bien, c'est comme le port salut. C'est écrit dessus. Une lame quart d'onde, c'est une lame qui introduit une différence de marche, alors je vais la mettre en valeur absolue, de lambda 0 sur 4. C'est-à-dire que cette différence de marche-là, introduite par la lame biréfringente, c'est lambda 0 sur 4. Alors il faut que vous sachiez tout de suite jongler, comme en optique, entre les différences de marche et les déphasages. Si la différence de marche, c'est lambda 0 sur 4, que vaut le déphasage associé? Qu'est-ce qu'il suffit de dire? Alors, je parle là du déphasage supplémentaire introduit par la lame, bien entendu, donc uniquement ce truc-là. Il faut que vous sachiez directement passer au phi introduit par la lame. Donc, c'est 2pi sur lambda 0 fois delta, très très simple. Donc, puisque delta vaut lambda 0 sur 4, ça fait pi sur 2. Alors je l'ai mis en valeur absolue. Pourquoi je l'ai mis en valeur absolue? Parce qu'on ne sait pas qui est l'axe lent et qui est l'axe rapide. Hein, donc ça peut être plus ou moins pi sur 2, sauf si on est capable d'identifier clairement l'axe lent et l'axe rapide. Une lame demi-onde, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la même idée, sauf que, comme son nom l'indique, la différence de marche introduite par la lame demi-onde en valeur absolue, c'est lambda 0 sur 2. Donc le déphasage supplémentaire introduit par la lame, c'est 2pi sur lambda 0 fois delta, donc c'est pi. Donc, une lame quart d'onde, alors je précise qu'au concours, normalement ces définitions ne sont pas à connaître par cœur. Ceci dit, dans certains concours, alors à CCP, on va certainement vous les rappeler, à Centrale ou aux Mines, peut-être aussi, mais l'examinateur il peut un peu tâter le terrain pour voir si vous en savez un petit peu plus. Donc si vous montrez que vous êtes à l'aise avec ces définitions, qu'elles sont un peu évidentes pour vous, eh ben, c'est d'autant ça de gagner par rapport à l'examinateur, ça c'est clair. Donc là, c'est super facile à retenir, il n'y a qu'une formule. La différence de marche, c'est E fois la différence des indices. Ça se retient très bien parce que si la différence des indices est nulle, il n'y a pas de différence de marche, vous voyez. Et puis vous dites la lame quart d'onde introduit une différence de marche de lambda sur 4, quart d'onde, le demi-onde, lambda 0 sur 2. Surtout ne confondez pas déphasage et différence de marche. C'est peut-être la seule difficulté. Ne dites pas le déphasage vaut lambda sur 4. Ça c'est nul. Mais c'est bien la différence de marche. Et vous savez passer, c'est la même formule qu'en optique, de la différence de marche au déphasage. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à l'aide de toutes nos lames ici, on va s'amuser, on va faire des petites expériences et on va regarder l'effet des lames quart d'onde et demi-onde sur des polarisations particulières. Ça va être le plus intéressant. Comment la lame quart d'onde transforme une polarisation rectiligne, comment elle transforme une polarisation circulaire. Et donc, c'est tout ça qu'on va voir maintenant. Et pareil pour les lames demi-onde. Donc ici, on a une lame demi-onde, c'est ce qu'on va faire tout de suite.